d'autant plus une nuisance publique. Au fond de moi, ce que je me dis, c'est à qui profite le crime. C'est-à-dire, ça ne profite ni aux commissaires aux comptes, qui bien sûr voient leur mandat disparaître, ni sans doute aux entreprises, qui en réalité vont être dans des situations où vous n'avez plus de sincérité sur vos comptes. Quand vous allez aller voir des tiers de confiance pour obtenir un prêt, pour obtenir une assurance, pour aller voir une collectivité territoriale, pour avoir une subvention, que sais-je, vous aurez une entreprise qui ne sera plus en capacité de démontrer, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de soutenir, de démontrer que ses comptes sont sincères, probants et de qualité. Et je pense en plus que c'est d'autant plus, petite parenthèse, d'autant plus vrai en France par rapport aux autres pays européens, qu'en France on a quand même un tissu économique qui est, pas exclusivement, mais très largement composé de petites entreprises. Donc ça me paraît important de le rappeler. Peut-être que le gouvernement puis le législateur aurait dû prendre un peu plus ça en compte. D'autant plus qu'en réalité, alors le droit n'est pas toujours intéressant, mais lire une directive communautaire, je vous assure que c'est pas du tout intéressant. Quand on lit la directive communautaire, moi j'ai pas du tout le sentiment qu'il y avait une obligation pour l'État de la transposer avec ces seuils-là. On peut tout à fait considérer que ces seuils étaient des objectifs à atteindre, mais qu'il ne fallait pas les atteindre si rapidement. On peut considérer aussi que c'était des maximums. Il y a plein de raisons qui font que la directive, peut-être, n'avait pas vocation à s'appliquer, en tout cas aussi largement et aussi brutalement. Ça me fait penser que j'avais justement noté une phrase de la directive, c'est le paragraphe 43 de la directive de 2013, parce que vous savez que tout ça provient en fait du droit communautaire. Il est dit dans la directive, la présente directive ne devrait pas empêcher les États d'imposer une obligation d'audit pour les petites entreprises en tenant compte des besoins de ces petites entreprises et des utilisateurs de leurs états financiers. Ça laisse quand même la porte ouverte à un audit légal pour les petites entreprises. Pourtant, on essaye, c'est mon sentiment, ça n'engage que moi, de nous faire gober qu'en réalité, c'est l'Europe qui a imposé ça en France. Je trouve que c'est un peu facile de le dire. Et qu'en réalité, c'est plutôt le rapport de l'Inspection générale des finances qui est intervenu en février 2018 qui est à l'origine de tout ça. Et ensuite, ils ont trouvé un prétexte tout à fait externe sur lequel ils indiquaient n'avoir aucune prise. Mais quand on lit précisément la directive, je pense qu'on n'était pas obligé de le faire, en tout cas pas dans ces conditions-là et pas aussi brutalement. Donc tout ça me laisse penser qu'il n'y avait peut-être en réalité pas d'intérêt public, d'utilité publique à relever les seuils d'audit des entreprises, en particulier des petites entreprises. Autre chose qui pourrait être intéressant à soulever dans ce cadre-là, c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on laisse penser, en tout cas vous avez une confiance légitime dans l'État, que l'activité de commissariat aux comptes est utile pour la société. On a sans cesse développé en réalité cette activité, on l'a ouverte au secteur public, aux associations. Il y a eu toute une série de lois qui sont venues élargir vos compétences. Il y a eu la création du H3C, même si ça commence à faire un certain temps. Vous êtes dans le code de commerce. Ça veut quand même dire des choses, tout ça. Pendant des années, on vous a laissé croire qu'il fallait donner, bien au contraire, une sincérité forte au compte des petites entreprises. Et là, quasiment du jour au lendemain, parce que tout ça a commencé en février 2018, là on est déjà en fin 2019, et tout est plié. Et si rapidement, on vient vous dire, finalement, ce que vous faites depuis des années, on n'est pas sûr que ce soit très très utile pour les entreprises, et en particulier pour les petites entreprises. En plus, je trouve que c'est assez fallacieux de dire que c'est difficile à intégrer pour les petites entreprises, parce qu'en réalité, pour un coût qui n'est certes qui est important, c'est estimé à 5 500 €, je crois, par l'Inspection générale des finances. Pour un coût qui paraît faible, on vient quand même couper complètement une mission d'intérêt général. Est-ce que vraiment le bilan coût-avantage est à l'avantage de quelqu'un dans cette histoire? Vous voyez, c'est le raisonnement qu'on voudrait essayer de développer, et ça on le fait beaucoup d'ailleurs avec les acteurs que vous êtes, qui nous apprennent beaucoup sur la profession, pour démontrer qu'il n'y a pas d'utilité publique. Alors dans quel but de démontrer qu'il n'y a pas d'utilité publique? Tout simplement parce que la Convention européenne des droits de l'homme, elle vient vous dire que nul ne peut être privé de ses biens, sauf s'il existe une cause d'utilité publique.
Et votre clientèle, la Cour européenne des droits de l'homme vient dire que c'est un bien au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la boucle est bouclée. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont venir impacter notre raisonnement. Déjà, c'est que vous avez le Conseil d'État qui est venu dire qu'il y avait malgré tout un intérêt à ce que ça se passe. Il y a aussi l'Inspection générale des finances qui vous dit que tout ça est très bon pour l'économie française. Vous avez le gouvernement qui vous dit que tout ça est très bon pour l'économie française. Donc on va nous mettre ces arguments en face. En plus, la loi est quand même réputée agir dans un but d'intérêt général. Donc c'est des raisonnements qui ne sont pas faciles du tout à mettre en place. Mais où en sommes-nous dans ce raisonnement? C'est-à-dire, il est très avancé quand même. Oui, on est bien avancé, c'est ce que je voulais dire. Oui, il est très avancé. S'il fallait le présenter dès à présent, on peut le présenter dès à présent. D'accord. Voilà, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que vous avez quand même eu un rôle économique et social pendant des années. On vous a dit que ça participait à l'intérêt général. On lit même sur le site de la Commission nationale que vous avez une activité d'intérêt général. Alors certes, vous n'êtes pas des officiers ministériels, même si c'est différent. Mais voilà, on vous a quand même donné des missions importantes pour la sincérité des comptes des sociétés et du tissu économique des entreprises de la France et de ces entreprises. Et aujourd'hui, on vient vous dire quasiment du jour au lendemain, vous n'avez pas en fait cette utilité. Et sans prendre véritablement de gants. Et quand allons-nous présenter ces arguments? Alors ces arguments, ils ne peuvent être présentés que dans le cadre des recours, voilà, qui seront donc introduits devant... Alors je ne sais pas si on les tiendra devant la garde des Sceaux, ça ne me paraît pas très utile à mon avis, elle va nous balayer ça d'un revers de main. Il faut savoir que si vous êtes tenu par le chiffrage, vous n'êtes pas tenu par les arguments. Ça veut dire que vous pouvez présenter des arguments devant la garde des Sceaux et pour autant vous n'êtes pas tenu par cette argumentation devant le juge administratif. Vous pouvez la faire évoluer. Faites attention en revanche devant le juge administratif, une fois que vous avez présenté vos arguments, c'est plutôt difficile d'en développer de nouveaux. Nous, c'est les deux grands arguments qu'on a l'intention en tout cas de soulever pour ceux qui iront devant le juge administratif. Mais ça sert, il faut le faire pendant les recours. On ne va pas aller voir aujourd'hui le gouvernement en leur disant regardez nos arguments, il faut faire revoter la loi, etc. Tout ça, c'est bien terminé. Tout ça, c'est bien terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je voulais dire autre chose par rapport à ce fondement. Bon, l'idée, c'est quand même que ça va être difficile de démontrer malgré tout que l'autre obstacle qui pourrait exister, c'est est-ce que véritablement vous étiez... Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas jugées précisément dans votre cas. Est-ce que vous étiez bien propriétaire de vos mandats? C'est une question qui peut se poser. Alors, par rapport à d'autres professions, il y a eu des avis tout à fait différents. Par exemple, le Conseil constitutionnel a quand même considéré 2 fois, ça concernait à la fois les courtiers maritimes puis les avoués, que les avantages professionnels dont ils bénéficiaient n'étaient pas un bien. Donc qu'il était parfaitement inopérant d'invoquer un quelconque droit de propriété. Ça a été dit. Il a malgré tout dit qu'il pouvait y avoir dans certains cas une rupture d'égalité devant les charges publiques. Et c'est sur ce fondement qu'une indemnisation a pu être possible dans les 2 cas. En revanche, le Conseil d'État, qui n'est donc pas le Conseil constitutionnel, qui juge des choses un peu différentes, lui est venu dire, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, que ils avaient bien un droit patrimonial sur leur clientèle. Le droit européen, au sens Convention européenne des droits de l'homme, là pour le coup vous dit très clairement, clientèle libérale, cabinets libéraux, c'est une clientèle. C'est jugé, ça a été jugé en 2003 par un arrêt, alors c'est de l'allemand, j'ai un peu honte de le dire à haute voix, Van der Burg, j'ai jamais fait d'allemand dans ma vie, qui vous dit que c'est bien une clientèle et que vous avez un droit de propriété sur cette clientèle. Ça concernait des avocats par rapport à leurs clients. Je ne vois pas en quoi on sera très différent vis-à-vis de nos clients que vous par rapport à vos clients. J'ajouterai en plus que contrairement aux avoués, contrairement à toutes les professions, j'allais dire officiers ministériels qui ont disparu jusqu'à présent, vous avez encore plus droit de dire que vous aviez une clientèle parce que, en réalité, est-ce que la clientèle leur appartenait? C'est pas sûr. C'était quand même des charges, des offices qui étaient transmises sous le contrôle de l'État, très contrôlées par l'État. Certains pourront presque vous dire d'ailleurs que c'était une propriété de l'État.
et non pas des avoués ou des commissaires, pas des commissaires aux comptes, des commissaires priseurs, mais que c'était bien une propriété de l'État et que ces gens-là n'avaient en réalité qu'un droit de jouissance et pas un droit de propriété sur leur clientèle. Mais vous, c'est bien une clientèle que vous vous êtes constituée ou bien que vous avez achetée. Dans l'un et l'autre cas, ça correspond bien, à mon sens, à une propriété. Et je trouverais ça dommage de se priver de cette argumentation. Parce que si elle marche, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de démontrer un préjudice anormal et spécial, mais ça voudrait dire que tout le monde est indemnisable de son entier préjudice. On n'est plus du tout dans les critères d'anormalité et de spécialité. On est dans le droit commun, on répare l'entier préjudice de la personne, et en particulier du commissaire aux comptes. Je pense que ça vaut le coup de le tenter. En plus, ça ouvrirait la voie à tout le monde, et pas simplement à ceux qui sont les plus touchés. Je pense quand même qu'il faut le prendre avec des pincettes, parce que c'est pas gagné. Je préfère le dire à haute voix devant tout le monde. Et encore une fois, il faut démontrer un lien de causalité, une causalité entre l'absence d'utilité publique, qui est pour le relèvement des seuils d'audit légal, qui est le fait générateur, et les préjudices subis par les CAC requérants. Alors j'ai fait un petit focus sur l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que vous savez qu'à la suite, juste avant la promulgation de la loi, plus exactement, le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires. Alors je le dis parce que, et encore une fois, ça n'engage que moi, je pense que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire comme ça. Bon, on pourra en discuter si vous voulez dans le cadre des questions. En tout cas, maintenant il faut prendre les faits tels qu'ils sont, et il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est intervenue. Alors cette décision du Conseil constitutionnel, donc du 16 mai 2019, juste avant la loi, elle est quand même venue dire, l'article 20 qui relève les seuils, elle est constitutionnelle. Donc ça vient nous priver de tous les arguments venant dire que la loi ne serait pas constitutionnelle. Ça nous prive de la possibilité d'introduire ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le cadre d'un contentieux qu'un CAC engagerait, il aurait la possibilité de dire la loi, elle n'est pas constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel s'étant déjà prononcé, ça vous prive de cette argumentation, il est impossible de venir la soutenir. Alors il précise quelque chose aussi qui nous embête un peu, c'est qu'il est venu dire quand même que la législation antérieure n'avait fait naître aucune situation légalement acquise. Et ça va être un sacré caillou dans notre chaussure, pour essayer de démontrer les préjudices que vous avez subis. Malgré tout, sur le principe, il est toujours possible de soutenir que la loi PAC ne respecterait pas la CEDH, c'est les points positifs. Ça maintient la possibilité de saisir le tribunal administratif et ça la maintient sur les deux fondements que je vous ai présentés. Mais ça les rend plus difficiles à mettre en œuvre, simplement. Je crois qu'on arrive... Oui, alors, je peux vous refaire un... C'est surtout pour le prendre en photo, c'est un peu le schéma d'indemnisation qui récapitule un peu tout ça. Je fais chiffrer mon préjudice, je subis un préjudice que je peux établir. Donc je saisis le ministre de la Justice, une saisine obligatoire. Il refuse ou il ne répond pas, je saisis le tribunal administratif. Quels moyens soulever ? J'ai deux grands moyens de responsabilité. Et puis il y a une slide supplémentaire qu'on m'a rajoutée. Alors, merci, merci Alexandre pour ces propos. Alors je vous rappelle qu'Alexandre conseille les différentes associations. Il a été depuis le début avec la CNCC sur le dossier. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, tu nous laisses un peu penser, on se dit, est-ce qu'on a envie de se lancer dans une démarche, ça va être long et puis on n'a pas de grands espoirs. Mais je sais que l'institution met quand même à disposition des choses. Je sais que les associations ont travaillé et continuent de travailler là-dessus. Toi, déjà, comment... Alors, une première question. Comment tu vois est-ce que tu es prêt déjà avec certains dossiers qui sont quasi prêts ? Qu'est-ce qu'on prévoit là sur les 6 prochains mois ? Alors j'ai des dossiers qui sont effectivement complets, pour autant on ne les engage pas parce qu'on a le temps pour les engager, et avant tout ça, on essaye de déterminer un peu une grille de lecture des différentes situations pour savoir quels sont les dossiers indemnisables et ceux qui ne le seraient pas. Donc si vous voulez, en tout cas moi quand je suis saisi d'un dossier, je demande systématiquement au CAC, une fois que j'ai reçu ces éléments, s'il est d'accord pour que je les présente
devant un groupe de travail pour qu'on réfléchisse un peu à l'indemnisation. Et on fait, si vous voulez, un petit peu, en tout cas c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, on fait des réunions assez régulières pour savoir si ce CAC-là est indemnisable ou s'il a plutôt pas de chance. Je tiens à préciser malgré tout que chacun est libre de présenter un recours. Chacun est libre de présenter un recours, chacun est libre aussi de prendre l'avocat qu'il souhaite pour présenter ce recours. C'est quand même le droit un droit qui est reconnu et un droit très important. Ça préserve l'état de droit. En revanche, ça me paraît quand même absolument impératif et nécessaire, je ne peux pas le dire mieux, qu'il y ait une véritable coordination entre les professionnels. Il ne faut pas, en tout cas c'est notre stratégie, c'est celle auquel on croit, c'est celle auquel je crois, que les commissaires aux comptes s'éparpillent dans des demandes, j'allais dire des opérations personnelles pour essayer de demander l'indemnisation en dehors de tout cadre. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le développement de la jurisprudence. Ça va être la première fois vraiment qu'on va avoir une jurisprudence sur le sujet développé. Je fais une petite parenthèse, ça n'a rien à voir, mais ce que je vous dis n'est pas tout à fait vrai, puisqu'en 2015, il y a eu la loi Macron. La loi Macron est quand même venue impacter un petit peu les notaires, et les notaires sont soumis au même régime que vous lorsqu'ils sont impactés, c'est-à-dire responsabilité du fait des lois. C'est un peu différent parce qu'en réalité, c'est le notaire qui est en place, qui peut demander une indemnisation si un autre notaire tiré au sort vient s'installer à côté de lui en disant maintenant j'ai de la concurrence juste à côté de mon étude, donc je peux demander une indemnisation du fait de cet acteur nouveau dans le secteur qui va venir nécessairement me prendre une clientèle. Et là, c'est aussi un régime de responsabilité du fait des lois fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de recours. Voilà. Les notaires sont assez bien lotis de manière générale. Ce que je veux vous dire, voilà, c'est je ne suis pas propriétaire du raisonnement, il est susceptible d'évoluer, d'ailleurs il a évolué depuis le début, il faut réfléchir tous ensemble à la meilleure stratégie à mettre en place, mais il faut une coordination avec tous les acteurs de la profession, je ne saurais trop insister là-dessus. Et on ne lance pas les recours tout de suite, même si on a déjà des dossiers, et certains qui sont très lourdement impactés par la loi. J'ai plusieurs cas de CAC qui sont ce qu'on appelle des full CAC, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout d'expertise comptable, qui perdent entre 80 et 95% de leur activité. On est quand même dans un cas qui nous paraît tout à fait grave, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir continuer son activité, il n'a jamais fait d'expertise comptable, en tout cas pour ceux qu'on a eus, il dit qu'il ne sait pas faire, on a parlé des nouvelles missions, du rebond, etc. D'ailleurs ce serait bien qu'on discute de ça, de savoir un peu comment ça va être pris en compte par le juge. Mais ils se disent incapables de faire de l'expertise comptable, déjà parce que tous leurs clients ont déjà des experts comptables. Le champ d'activité expert comptable n'est pas extensible à l'infini, en tout cas c'est notre sentiment. Ils ne savent peut-être pas faire la paye, tout ce que fait la comptabilité, tout ce que fait un expert comptable, j'allais dire, au quotidien. Donc c'est difficile. Alors j'invite à présent la salle à poser des questions, si vous en avez. Monsieur. C'est pas une question, c'est une observation. De mémoire, il y a une modification du texte, puisqu'à l'origine, je pense que les mandats, ils devaient se terminer beaucoup plus tôt. Ils devaient se terminer l'exercice qui suivait l'application. Oui. Or, je pense que l'État a pris des bons avocats, a pris des conseils. Ils se sont dit, on va avoir beaucoup de demandes d'intérêt, d'indemnisation, donc on va laisser aller les mandats jusqu'à la fin. Et je pense que ça va être compliqué, parce que en admettant qu'on perde un mandat, tous les mandats ne vont pas se terminer demain. Les cabinets, ça va se faire dans le temps. Donc c'est quand même compliqué de demander une indemnisation. En plus de ça, ils peuvent dire, rien nous prouve que vous auriez été renouvelé. Ça aurait peut-être été un autre commissaire aux comptes qui aurait été nommé à votre place. C'est des arguments très compliqués. Hein. Oui, mais alors, prenons l'exemple des professions qui ont disparu auparavant. Alors, moins que tu veuilles intervenir, mais... Alors, juste un cas précis, parce que lors de notre CAC Tour, c'est-à-dire quand nous allions avec Denis, Yannick et les différentes personnes qui m'ont accompagné pour expliquer dans les régions où on en était, ce qu'on avait fait et pourquoi il ne fallait pas s'affoler dans un processus d'indemnisation, nous avons systématiquement conseillé, je ne sais pas si ça aura de la valeur, conseillé, mais qu'en cas de non-renouvellement, nous obtenions un document, une simple lettre
du client qui ne nous renouvelle pas, qui dit que c'est du fait de la loi Pacte. Si vous venez réclamer ce document 2 ans plus tard, il ne va plus vous le donner. Alors que au moment de l'Assemblée, je sais qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit effectivement on l'a demandé et le client en question l'a fait sans problème. Alors du coup ça génère 2 autres questions, mais je voudrais qu'on revienne après sur la précédente. Pardon ? Oui, mais du fait de la loi Pacte. Du fait de la loi Pacte est important pour démontrer le lien de causalité. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Non, c'est vrai. Non, mais c'est compliqué. On est bien d'accord. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il faut attendre. Mais alors, ce que je veux vous dire, tu as fini, Carole ? Oui. Déjà, c'est pas du tout une faveur qu'on vous fait. Enfin, toutes les professions qui ont disparu ou qu'on a largement impactées, ont fait l'objet de mesures comme celle-là. Les avoués, on les a supprimés rapidement, mais il faut savoir que dans le cadre des échanges qu'on avait eus avec le législateur à l'époque, on avait convenu que leur disparition soit rapide, mais qu'ils puissent avoir un certain nombre de choses en contrepartie, et finalement, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Mais toutes les professions qui ont disparu ont eu des capacités de rebond, et des choses ont été prévues. Je pense les courtiers maritimes, ils ont pu continuer leur activité pendant quasiment 3 ans, par exemple. C'est quand même pas négligeable. Les avoués ont pu devenir avocats, comme vous pouvez devenir expert comptable. Les courtiers maritimes aussi avaient d'ailleurs plusieurs professions libérales qui leur étaient ouvertes, si vous voulez. On ne les laissait pas du tout dans la nature, sans aucune mesure, j'allais dire, compensatoire. Mais c'est un véritable problème que vous soulevez, et je pense que le gouvernement y a largement réfléchi. Pour autant, je pense que ce n'est pas insurmontable. Alors déjà, vous pouvez essayer de démontrer que les mandats ne sont pas renouvelés en raison de la loi Pacte, même si ça apparaît déjà dans les PV des assemblées générales. Je termine et après on prend les questions. Alors c'est pas insurmontable, parce qu'à partir du moment, en tout cas c'est ce que dit le droit, où le préjudice est certain, il est indemnisable. C'est lorsqu'il est éventuel qu'il n'est pas indemnisable. Et on travaille actuellement avec les associations, la compagnie nationale, sur quel est le taux de renouvellement moyen des mandats sur les dernières années. Et on a des grands chiffres qui ressortent, je ne peux pas vous les donner maintenant parce qu'ils ne sont pas définitifs, des grands chiffres qui ressortent pour donner un petit peu quelle est la moyenne et se baser sur ces moyennes-là. Si vous voulez, on essaye d'anticiper ça en se basant sur de grands chiffres. Et je pense que c'est une bonne méthode, c'est d'ailleurs ce qui a été fait dans la plupart des cas. Les avoués, c'était des grands chiffres, les commissaires-priseurs, c'était des grands chiffres, parce qu'on ne peut pas savoir pour un CAC donné, pour un professionnel donné, quel est son préjudice précis. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas pour les commissaires aux comptes ? Vous permettez, je voudrais faire une observation par rapport à ça. Je crois qu'il y a un gros malentendu, parce qu'il ne faut pas confondre le non-renouvellement et la non-nomination d'un commissaire aux comptes. Quand il n'y aura pas de nomination d'un commissaire aux comptes à l'échéance de notre mandat, ce sera dans la plupart des cas, dans la quasi-totalité des cas, du fait de la loi Pacte. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Le taux de renouvellement sans doute, mais nous aurions peut-être ou pas été renouvelés, et si nous n'avions pas été renouvelés et qu'il n'y avait pas eu la loi Pacte, un autre commissaire aux comptes aurait été nommé. Et inversement, nous aurions pu être nommés. J'ai une autre question, par contre. Vous avez parlé du chiffrage. Alors, évidemment, Monsieur le maire nous a accordé très généreusement la sortie en sifflet. Il s'en est vanté, il s'en est glorifié, avec tout le mépris dont il est capable à l'égard de notre profession. Mais du coup, la question que je me pose, est-ce qu'on ne va pas nous opposer un préjudice éventuel, puisque nos mandats vont aller à échéance et qu'au total, si par exemple un cabinet comme le mien a 250 mandats, je vais avoir 40 mandats tous les ans pendant 6 ans qui vont venir à échéance, et c'est dans 6 ans que je pourrais demander mais je serai mort à ce moment-là. Alors, en plus, vous ne pourrez pas demander dans 6 ans, puisque la prescription est bien de 4 ans. Donc, c'est encore un obstacle qu'on a mis envers nous. Parce que passé le délai de 4 ans, on ne pouvait plus le demander. Donc, s'il se termine dans 6 ans,
ça risque d'être compliqué de demander alors que l'action en responsabilité sera prescrite. Donc c'est aussi une contradiction qu'il va falloir mettre devant le juge administratif pour lui dire que, en quelque sorte, on a cherché à nous priver d'indemnisation et ce n'est pas normal. Alors, il est vrai que le gouvernement va se défendre, et il aura raison de le faire. Et il va nous opposer un certain nombre d'arguments, les nouvelles missions qu'on vous a données, le fait que vous ayez des mandats qui continuent de courir pendant 6 ans, toute une série de choses qu'il va tenter de soulever contre vous. Mais est-ce que c'est une raison pour ne pas développer votre argumentation? Je n'en suis pas sûr. Et il va de toute façon vous falloir un temps pour rebondir. Et le temps dans lequel vous allez devoir rebondir, vous allez, à mon avis, nécessairement subir un préjudice, puisque vous n'allez pas immédiatement retrouver, ou en tout cas développer suffisamment les nouvelles missions qui vous sont proposées. Je pense que c'est des choses qui doivent être mises en avant. Oui, alors ça va être d'autant plus compliqué parce que nous devons donner notre image, une image de rebond. Nous voyons que dans nos cabinets, finalement, nous licencions pas tellement, pas très vite, et tant mieux. Donc en fait, tous ces arguments que nous avons avancés pour nous défendre, eh bien en fait, ils se retournent là contre nous parce que c'est extrêmement compliqué après de nous défendre. Néanmoins, il faut quand même avancer. On a l'habitude de rebondir, mais il y a d'autres points, notamment, et moi j'argumentais toujours là-dessus, c'est sur l'attractivité et sur la présence en région ou sur les territoires voilà. Et en fait, c'est aussi des arguments qui tenaient lors de nos négociations au sein de l'IFEC. Un CAC creusois n'a effectivement sûrement pas les mêmes capacités de rebond qu'un CAC parisien. Et tout ça sera pris en compte par le juge. C'est des choses qu'il a en tête. Ce que je voulais vous dire et que je n'ai pas du tout abordé, alors j'aurais dû le faire, c'est qu'il y a aussi une notion dans l'indemnisation qui est utilisée par le juge administratif, c'est celle de perte de chance. Alors on travaille beaucoup sur cette question-là aussi, pour essayer de parer les arguments que va nous présenter le gouvernement, c'est de dire qu'on nous a privés d'une chance de continuer de renouveler nos mandats. Ça, c'est un préjudice indemnisable. Alors, il va falloir le démontrer, je ne dis pas encore une fois que ce sera simple, mais on a aussi cette possibilité-là, la perte de chance qui est tout à fait entendue devant le juge administratif. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Alors oui, il y a 2 questions dans la salle. J'aimerais savoir si dans le cadre de l'indemnisation des professions, des autres professions dont il a été question tout à l'heure, le juge administratif s'était entouré à l'époque de l'avis d'experts. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'expertise judiciaire Jamais. Jamais, en aucune façon. Non, j'ai jamais vu ça. Alors déjà, parce que en ce qui concerne les avoués, il n'y avait pas de juge administratif, c'était le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance. Et à chaque fois, encore une fois, allez voir les lois sur les commissaires-priseurs, les courtiers maritimes ou les avoués, c'était dit comment indemniser. Il y avait vraiment une méthode de calcul précise. Donc il n'y avait pas tant de... Alors il y a eu des débats, est-ce qu'on a bien pris mon bon chiffre d'affaires? Moi j'ai une situation qui est un peu meilleure que celle de l'autre. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'expertise. Il est tout à fait possible d'imaginer dans votre cas, s'agissant du chiffrage du préjudice, que des expertises soient demandées. Et c'est sans doute quelque chose que l'on envisagera dans certains dossiers. Mais pour l'instant, ce que l'on fait, c'est qu'on étudie l'évaluation des préjudices à travers les réunions que l'on fait sur les cas qui nous sont présentés. C'est la première étape que l'on a choisi de mettre en place. Pour continuer sur cette réponse, est-ce qu'il ne faudrait pas contacter la Compagnie nationale des experts comptables de justice pour l'associer à cette réflexion? Si, c'est des choses auxquelles on pense, tout à fait. Et d'ailleurs, pareil pour les experts de justice, tout simplement, parce que c'est la Compagnie des experts de justice. Oui, enfin, devant le juge administratif, les juges administratifs ne désignent jamais d'experts. Ils considèrent qu'ils sont compétents. En revanche, ils sont très attentifs à la fourniture d'un rapport d'experts de partie. Oui. Donc ça, c'est très important, parce que demander un expert devant un tribunal administratif, le Conseil d'État n'en parle pas, il n'y a pas de suite. En revanche, ils adorent les rapports d'experts de partie. Alors, c'est vous qui allez devoir démontrer votre préjudice, donc il va falloir y aller avec des billes sérieuses. Donc il va falloir des éléments qu'on va vous demander si vous présentez un dossier d'indemnisation. On vous dira quels sont les éléments dont on a besoin. Il est évident que si vous avez un rapport d'expertise
il faudra le soumettre. C'est absolument évident. N'oubliez pas quand même que ce rapport d'expertise, il est fait de votre côté, et du coup n'est pas contradictoire. Donc il est quand même regardé un peu de loin par le juge administratif. Et le juge administratif, en revanche, accorde des expertises. Alors pour ce genre de cas, je ne sais pas, puisque ça ne s'est jamais présenté, mais c'est très régulier qu'on les demande. Ce qui est embêtant, c'est que quand vous demandez un rapport d'expertise au juge administratif, eh ben, il vous le fait payer. C'est vous qui devez avancer les frais à l'expert. Et c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable pour une procédure qui peut vous permettre d'avoir une indemnisation, mais qui reste à l'heure actuelle aléatoire. Je revenais sur le chiffrage. J'avais l'impression qu'on était resté juste pour dire c'est le manque à gagner lié au non-renouvellement, etc. Mais on peut imaginer aussi le coût de formation, le coût de chômage technique, les crédits de rachat de mandats, des choses comme ça qui rentreraient dans ce cadre. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, justement, au cas de rachat, la loi Pacte tombe en même temps que le rachat. Donc le renouvellement, le non-renouvellement peut lier à la loi Pacte, mais peut être aussi dû au nouveau commissaire aux comptes, c'est-à-dire on ne renouvelle pas parce qu'on n'est pas forcément content, enfin voilà. Oui, du travail du commissaire aux comptes. Voilà, ou tout simplement on n'aime pas sa dette, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc je pense que le cas de rachat de clientèle est encore plus compliqué que les cas sans rachat, les cas classiques. Voilà. Bon, alors s'agissant des préjudices, c'est aussi quelque chose sur lequel nous réfléchissons. Comment ça s'est passé pour les autres, peut-être que je ferai une parenthèse là-dessus, pour les autres professions. Prenons l'exemple des avoués. Les avoués, dans la loi, à l'origine, ils avaient le droit à 70% de leur droit de présentation. Il y a eu un lobbying assez fort qui a été fait. Bref, les choses se sont bien passées. En même temps, ils n'étaient pas 12 000, ils n'étaient que 400. Et on a réussi à obtenir dans la loi, en réalité, une indemnité totale du droit de présentation, une indemnité couvrant la perte de revenus, une indemnité couvrant le préjudice économique et une indemnité couvrant le préjudice accessoire. Donc, si vous voulez, ils étaient hyper contents. Enfin, pas tous, parce que certains, trouvant sûrement que la mariée n'était pas assez belle, ont eu l'idée de saisir le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est venu dire « Mais c'est pas du tout constitutionnel d'indemniser tous ces préjudices-là pour la suppression du droit de présentation. » Donc, il n'a indemnisé que le droit de présentation et il a supprimé l'ensemble des autres préjudices qu'il y avait dans la loi. Tout a été censuré. Nous, on n'a pas abandonné, on a continué devant le juge de l'expropriation du TGI de Paris. On a quand même tout demandé, et figurez-vous qu'on a encore une fois tout obtenu. Après, la Cour d'appel s'est mêlée un peu à tout ça, et on a tout perdu. Il ne restait donc que la perte du droit de présentation, ce qui correspond à la valeur, en ce qui vous concerne, de votre clientèle. Alors nous, on part, en tout cas c'est l'idée que j'ai en tête, sur l'idée de demander une indemnisation concernant la perte de la valeur de la clientèle. C'est à mon avis ce qui est le plus indemnisable parmi les préjudices. Ça ne nous empêche pas du tout, et je pense qu'il faut le faire, puisque vous ne pourrez plus le faire par la suite, il faut le faire dès le début, de demander aussi votre perte de revenus. Comment ça a été calculé, la perte de revenus pour les avoués ? Les avoués pouvaient se reconvertir comme avocats. Le juge de l'expropriation a considéré qu'il fallait à peu près 3 ans pour rebondir. Il a pris le revenu médian des avocats, il a multiplié par 3 et il l'a donné. Ça a fait 150 000 € à chacun. Voilà comment ça s'est passé. Pourquoi vous ne demanderiez pas ce préjudice ? Moi, je pense au contraire qu'il faut le demander. Après, il y a d'autres préjudices qui peuvent encore l'être. C'est le coût, vous faisiez sans doute référence à ça, au démontage de l'activité, parce qu'il y a des gens qui vont perdre une part importante de leur activité, peut-être qu'ils vont devoir changer de locaux, casser leur bail commercial, licencier. Le coût d'un licenciement économique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Tout ça, ça a des coûts. Et nous pensons que si c'est en lien avec le relèvement des seuils, ce qui a priori ne fait pas de doute, si vous en démontrez la matérialité, et si, dans le premier cas de fondement de la responsabilité, ces préjudices paraissent anormaux et spéciaux, ou graves et spéciaux, il n'y a pas de raison que vous n'en obteniez pas une indemnisation. Mais encore une fois, le gouvernement en face, et la garde des Sceaux en particulier, va nous dire que ce sont évidemment des préjudices qui ne doivent pas faire partie de l'indemnisation, et tout ça va faire partie des débats devant le juge administratif.
Voilà pour la première question. La deuxième question, vous me la rappelez? C'était par rapport à... Le centre emprunté pour acheter des fonds de commerce de commissariat aux comptes. Oui, alors ça, il y en a un certain nombre qui effectivement se sont très lourdement endettés pour acheter une clientèle. Moi, je trouve que c'est un argument supplémentaire pour dire que cette clientèle a une valeur et qu'elle doit être chiffrée au montant du prêt. Donc, si vous voulez, le fait de s'être endetté, ça va vous aider à démontrer la valeur de la clientèle et du coup l'indemnisation qui correspond. Mais il n'y aura pas, je pense, un préjudice particulier d'avoir fait un prêt pour acheter sa clientèle. De la même manière, il n'y aura pas de préjudice, en tout cas il sera absolument indémontrable, je ne vois pas comment un juge administratif pourrait l'octroyer, moral, pour l'intervention de la loi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, écarter si on veut être crédible dans nos recours. Mais tout ça est sujet à évolution, parce que très récemment, j'ai été saisi d'un cas qui est vraiment très grave, et la personne a l'air réellement d'en souffrir. Et je n'exclus pas de proposer qu'on demande malgré tout l'indemnisation, ne serait-ce que pour le rôle psychologique que ça peut avoir de faire cette demande. Mais il faut surtout parier sur la pète de la valeur de clientèle. Alors, y a-t-il des questions complémentaires? Alors, du coup, nous avons une question derrière. Vous avez évoqué le seuil de 50%, perte de 50% de chiffre d'affaires. Est-ce à dire que quand on est à 40%, pardon, je vais me lever, quand on est à 40% de perte de chiffre d'affaires, on n'a pas de préjudice? C'est-à-dire qu'on n'est pas assez malade? Ça veut dire que vous avez un préjudice, mais que ce préjudice n'est pas anormal et spécial. Et le seul préjudice qui est indemnisable, c'est celui qui est anormal et spécial. Donc vous en subissez un, mais le droit ne vous permet pas d'en être indemnisé, en tout cas sur le fondement de la responsabilité du fait des lois. Si le deuxième moyen marche, peut-être qu'il y aura un deuxième train de CAC qui pourront tenter leur chance sur ce moyen-là, et dans ce cas-là, obtenir l'indemnisation de leur préjudice qui n'est pas anormal et spécial. Mais 40%, il faut étudier chacun des dossiers pour savoir vraiment s'il y a droit à quelque chose, parce qu'il y a des circonstances qui peuvent rentrer en compte extérieures. Mais sur le principe, je vous dis non, il n'y a pas d'indemnisation possible dans ce cas-là. Et 50%, c'est limite. Alors, petite remarque personnelle, j'ai remarqué, puisque on écoute beaucoup dans les régions, notre profession est extrêmement pudique. C'est-à-dire que les confrères, les professionnels ne disent rien. Alors, bien sûr, il y a de la colère de temps en temps, on le sent, mais en fait, sur leur propre situation, je suis élue à la compagnie de Colmar, et nous avons identifié dans nos chiffres 40 cas problématiques. Péniblement, 8 personnes sont venues, alors que nous avons mis tout à disposition pour les aider. Nous avons même engagé des fonds pour les aider. Seuls 8 se sont manifestés, alors que nous savons, puisque nous connaissons les personnes, nous savons qu'elles sont très fortement touchées. Donc, j'espère que les propos d'Alexandre vous ont permis de vous aider, d'avoir une idée plus claire. C'était vraiment l'objectif de cet atelier. Si autour de vous, vous entendez des cas qui sont concernés, vous connaissez des cas, n'hésitez pas à aller leur parler, à aller voir ce qu'il y a. Très souvent, nous avons à la fois les associations, et notamment celle de la CNCC, qui a très fortement avancé sur le sujet, mais nous avons en parallèle une association d'assistance à ses confrères, d'assistance psychologique pour les aider dans ce passage. Et c'est vraiment compliqué de déclencher la démarche auprès des confrères. Voilà, c'est ce que je voulais préciser pour clore peut-être les débats, à moins que tu veuilles rajouter. J'ai une dernière précision, j'ai l'esprit d'escalier simplement par rapport à la perte progressive des mandats. Il faut aussi savoir que les procédures sont longues. Vous allez les engager maintenant. On saura vraiment ce qu'il en est peut-être dans 3 ans, 4 ans. Durant toute cette période, vous avez la possibilité de nourrir l'instruction des nouvelles pertes que vous avez eues.
sous réserve que dès le début, vous ayez demandé une indemnisation haute, encore une fois. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis pour en terminer, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pas toujours intéressant d'écouter un avocat qui parle de droit. Et j'espère que ça s'est bien passé. Et je remercie Carole et l'IFEC pour l'invitation. Merci.